Ça m'énerve on me dit, «Mais comment pouvez-vous prétendre que des victimes mentent?» Mais bien sûr que des victimes peuvent mentir. Tout le monde a une raison de mentir. On peut mentir parce qu'on a honte. On peut mentir parce qu'on ne peut pas dire certaines choses à son père, à sa mère, à son compagnon, à sa compagne. On ment tout le Mais temps. c'est un peu ce que fait la jeune Lisa dans le livre. Elle ment parce qu'elle a honte, elle veut Mais bien masquer quelque sûr, chose mais parce bien qu'elle sait qu'elle est sûr. à risque. Bonjour à tous, bienvenue à un nouveau numéro de Contact avec Stéphane Bureau, encore une fois au microphone. Je suis très heureux, honoré même, et le mot ici est bien pesé, d'accueillir cette semaine une grande journaliste, Pascale Robert-Diard, qui écrit depuis plus de 30 ans pour Le Monde, ce journal dont on disait à une époque, je pense, qu'il était le quotidien de référence. Est-ce encore vrai ou est-ce encore même possible aujourd'hui dans le monde des fake news et des conspirations qui se tapissent un peu partout? Pendant plusieurs années, vous avez couvert la politique avant de vous consacrer depuis plus de 20 ans et avec gourmandise, je pense qu'on pourrait dire, à la chronique judiciaire. Et dans ce petit monde, on dira volontiers que vous êtes la patronne, rien de moins. Vice, dans un portrait-entretien, écrivait, et je cite, peu de journalistes peuvent se vanter de régner sur un domaine avec autant de légitimité que Pascale Robert-Diard sur la chronique judiciaire. Elle semble avoir étendu son hégémonie sur le palais de justice sans rencontrer de résistance. On aurait dit que vous étiez une militaire qui avait voulu occuper le territoire. C'est peut-être pas ce qu'il sous-entendait. Vous voyez certainement pas votre carrière comme une conquête. Non, certainement pas, non. Non, dit-elle. Non. Vous pouvez continuer à causer, jeune homme. Et là, j'ai fait ce que Régis Debray reprochait que nous étions, c'est-à-dire qu'un journaliste, selon lui, est quelqu'un qui lit les autres journalistes. Alors, c'est ce que je viens de faire. Vous avez écrit plusieurs livres, mais un seul roman, La Petite Menteuse, roman que j'ai beaucoup apprécié, de la fiction, pour dire que dans le réel, dans la réalité, même après MeToo, ben, il y a des victimes qui, à l'occasion, mentent. Bonjour. Bonjour Stéphane Bureau. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah, je ne crois pas, mais on a du temps pour en parler, c'est ça? On a du temps, d'autant que ça fait longtemps qu'on cherche les circonstances pour se retrouver. Merci, je l'apprécie, c'est très, très gentil. Est-ce qu'il fallait de la fiction, effectivement, pour aller en territoire miné? Parce que c'est un territoire miné que d'apporter de la nuance, surtout après la déferlante MeToo. Peut-être fallait-il aussi être une femme pour faire ce que vous avez fait. Parce que dans La Petite Menteuse, que vous auriez pu appeler aussi La Petite Salope, c'est vos mots que j'emprunte ici, mais aussi La Petite Victime, il se trouve qu'on est en face d'une jeune fille à l'époque, femme au moment du roman, qui a menti et qui, par son mensonge, a envoyé un innocent en prison. C'est effectivement à toutes tes questions, j'ai envie de répondre, oui. Fallait-il être une femme? Je pense que c'est mieux. Je le pense aussi. Fallait-il la fiction? Pas forcément, mais la fiction, me permettait de faire de cette jeune fille un personnage, heu, combatif. En fait, ce roman est inspiré, donc vous l'avez dit, je suis chroniqueur judiciaire, donc des histoires, j'en ai vu beaucoup. Effectivement, ça fait 21 ans cette année que m'occupe de la chronique judiciaire pour le journal et j'ai eu l'occasion de suivre, disons principalement une histoire et puis une autre qui est arrivée, dont on parlera peut-être après la publication du roman, qui était une espèce de mise en abîme, hein, puisque c'était la réalité et c'était encore plus douloureux que ce que j'avais écrit en fiction. Mais la fiction me permettait de donner à ce personnage de Lisa. Lisa, c'est la jeune Mhm. fille. Je voulais faire d'elle une combattante et non pas une fille écrasée par le mensonge qu'elle avait pu proférer quand elle était adolescente. Même si ce Et mensonge la taraude, parce qu'au moment où on la retrouve et qu'elle vient voir une avocate, là aussi, c'est pas gratuit qu'il s'agisse d'une avocate, euh, elle est consciente de ce qu'elle a très lourdement fait payer à un innocent, le prix de son mensonge. elle est consciente de ça, mais pour moi, le sujet, enfin,
n'est pas tant de savoir et ça enfin, l'objet du roman, c'est pas tant de savoir pourquoi cette adolescente a menti parce que ça je l'explique, enfin elle l'explique et on a 1000 raisons de mentir quand on a 15 ans. On en a 1000, 1000. On ment parce qu'on ne supporte pas sa réputation de fille facile du collège. On ment parce qu'on a envie de retrouver dans le regard de son ami la considération qu'on a perdue. On ment parce que les garçons, vous serrent dans un coin de couloir et vous demandent pas votre avis. On ment parce qu'on peut être souillé, complètement souillé par une réputation. Mais ce qui se passe dans l'histoire de cette jeune fille, c'est qu'elle devient adulte. Et en devenant adulte, d'abord, elle a le droit de choisir elle-même un avocat. Et elle va choisir effectivement une avocate. Le premier avocat, c'était ses parents qui l'avaient choisi pour elle. Et elle a envie d'affronter ça. Elle a envie d'affronter non seulement ce qu'elle a fait, mais elle a aussi envie, et c'est pour ça qu'il fallait qu'elle soit forte, de renvoyer aux adultes un miroir, à savoir, pourquoi m'avez-vous cru si facilement? Pour moi, le sujet, il est là. Alors Mais vous parce qu'on pardon. nous a dit, d'abord, pardon, c'est moi qui dois être pardonné ici, je vous ai interrompu. Mais on nous a dit beaucoup, on l'a entendu, c'est très vrai en Amérique, quand je parle de l'Amérique, je parle des États-Unis et du Canada, qu'il fallait croire toutes les victimes. Il se trouve que dans ma vie, il y a une jeune femme qui est très chère à mes yeux, qui a fait ses études en travail social et à qui on a un peu enseigné ça, c'est-à-dire que toutes les victimes disaient par définition la vérité. Alors, c'est un grand sujet. Moi, si vous voulez, on parlera peut-être aussi de l'expérience de chroniqueur judiciaire. C'est pas On va en rien. parler. C'est pas rien, 20 ans de chronique judiciaire. Dans une vie, c'est pas rien. Vous n'êtes Euh, plus la même femme parce que vous avez vu et entendu? Bien sûr. C'est-à-dire que j'ai vu au fil du temps toutes mes certitudes s'effondrer. J'ai éprouvé des émotions que je n'aurais jamais imaginé éprouver. J'ai aimé des personnages que je n'aurais jamais pensé Qu'on ne pouvoir veut pas aimer. vouloir aimer. Voilà, j'en ai détesté d'autres que je pensais pouvoir aimer a Hmm. priori. Et donc, si vous voulez, la chronique judiciaire est quelque chose de très particulier. Elle vous oblige à, à la complexité. Elle vous oblige à la singularité. Elle vous oblige à regarder les trajectoires individuelles. Et les trajectoires individuelles, dès qu'on rentre dans l'intimité de quelqu'un, ça ne rentre pas dans des cases collectives. Donc, pour moi, la généralité, aucune victime ne ment, ça n'a pas de sens. Ben, comme toutes les généralités, ça n'a aucun Voilà, sens. Le c'est-à-dire réel et que la vie sont plus quand complexes. vous coltinez la complexité des êtres, comme oui, je me le coltine au sens, je suis pas neutre dans ce métier. Bon, d'ailleurs, vous avez vu mon émotion, mais parce que c'est quelque chose de très très fort chez moi. Je ça m'énerve quand on me dit, «Mais comment pouvez-vous prétendre que des victimes mentent?» Mais bien sûr que des victimes peuvent mentir. Tout le monde a une raison de mentir. On peut mentir parce qu'on a honte. On peut mentir parce qu'on ne peut pas dire certaines choses à son père, à sa mère, à son compagnon, à sa compagne. On ment tout le Mais temps. c'est un peu ce que fait la jeune Lisa dans le livre. Elle ment parce qu'elle a honte, elle veut Mais bien masquer quelque sûr, chose, mais parce bien qu'elle sait qu'elle est sûr. à risque, qu'une vidéo tournée sournoisement par de jeunes hommes qui sont pas très, très élégants, Non, alors qu'il y a une relation sexuelle entre elle et ces garçons, cette vidéo la terrorise et elle décide de court-circuiter tout le processus, en fait, de mettre en échec tout le monde bien sûr. en inventant, par un gros mensonge, Qui est au départ un petit mensonge. Parce que ce mensonge-là, il faut se mettre dans la peau d'une jeune fille, dans un petit collège, dans une petite ville. On est dans une petite ville de province en France, dans un petit collège sans aspérité, sans difficulté particulière. Et quand vous êtes à 15 ans, une fille qui a des seins, une fille qui a des seins, qui ressemble à une femme. vous savez ce que c'est qu'une fille qui a des seins quand on est au collège? On en a tous une en mémoire. Moi, je m'en souviens des filles qui avaient des gros seins au collège. Je me souviens très très bien du regard des garçons sur elles. Je raconte même une anecdote qui est, qui est en fait personnelle. Je raconte à un moment donné dans le roman que l'avocate Alice se souvient d'une scène où elle vient avec une de ses amies qui a 15 ans chez elle. Elle invite cette amie chez ses parents. Et elle voit le regard de son père
sur Sa les seins copine. de son ami. Et cette image se fixe en elle parce que c'est la première fois qu'elle voit son père avoir un regard d'homme sur une fille qui a le même âge qu'elle. Du désir. Voilà. Donc Lisa, si on veut rentrer dans les grandes catégories victime, pas victime, salope, pas salope, Lisa est d'abord la victime du regard auquel ses seins l'assignent. Vous avez dit, je pense, c'est pas innocent, que c'était emprunté à votre propre vie, cette anecdote. Cette anecdote-là, oui. Donc, elle vous a marqué. Vous avez le souvenir de Bien ce sûr, moment. très précis, très précis. Est-ce qu'il y a quelque chose comme le male gaze, le regard masculin qui aujourd'hui, très certainement, je reviens à l'Amérique, aux États-Unis comme au Canada, peut être coupable? Mais il est coupable dans cette histoire-là. Il est coupable. Elle est regardée comme, je pense, le sont les adolescentes qui ont un corps, qui ont des formes, à un âge où on n'aspire qu'à une seule chose, c'est à se cacher, c'est à se Hmm. dissimuler. Et elle a un corps qui attire le regard des hommes et des garçons du collège, mais aussi celui des hommes. Et au début, elle en est fière. Elle en est fière parce que d'abord, elle a toutes les raisons d'en être fière. Elle est belle, elle a des seins. Et puis ça la distingue effectivement au début. Et puis après, tout d'un coup, cette distinction devient une charge pour elle, Un devient handicap. un poids. Parce qu'en fait, elle est réduite à ça. Elle est réduite à ça. Et donc, le moment, quand je corrigeais tout à l'heure ce que vous disiez, je disais un petit mensonge. Parce que là encore, on est dans la vie. Et là encore, je voudrais évoquer l'expérience qui est la mienne de ce que j'ai pas vécu, enfin de ce que j'ai chroniqué en tout cas, donc je l'ai vécu en tout cas dans les prétoires. Je l'ai vécu par personne interposée. Je suis frappée par le nombre de moments dans la vie où, pour se sortir d'une situation immédiate, on profère un Hmm. petit mensonge. Mhm. Parce que l'urgence, c'est de n'être absolument pas ce jour-là, à cet endroit-là. Et ça entraîne un autre mensonge. Quand Lisa dit qu'elle a été abusée par un homme et que cet homme était adulte, elle le dit à sa meilleure amie sous la couette pendant la nuit, parce que sa meilleure amie lui demande si c'est vrai ce qu'on raconte sur elle au collège. Donc elle ne ment pas à la justice, elle ne ment pas à la terre entière, elle ment à sa meilleure copine. Mais de fil en aiguille, le Mais de petit fil en aiguille, mensonge devient un mensonge très conséquent. et devient un énorme piège. Et pour la principale victime, parce que c'est peut-être moi là où j'ai eu un... Alors c'est peut-être mon expérience de garçon, le fait que je suis un garçon, mais c'est là que j'ai eu une... Non pas une réserve, mais peut-être une opinion dissidente par rapport au concert des loges, c'est-à-dire que je trouvais que ben, la victime la plus réelle dans cette histoire, c'est quand même le mec qui avait purgé 8 ans de prison pour rien, parce que elle avait 5. 5 ans. Et c'est comme si, dans une espèce d'univers où il n'y a pas d'absolu, Oui, je comprends ce que vous dites. la jeune fille, parce qu'elle avait été victime quand même de quelque chose, Il fallait qu'un homme paye quelque part pour ça. mais un prix Oui. très élevé, 5 ans de prison. Non, mais bien sûr, vous avez raison. Bien sûr, vous avez raison. C'est vrai que... euh, comment vous dire? Marco Lange, le- l'homme qui a été condamné et l'homme qui est victime de ce mensonge a été donc condamné. Tout est allé très vite. Il a proclamé son innocence. Et on ne l'a pas cru. On ne l'a pas cru parce que entre la parole d'un type un peu perdu, un peu bouchon au fil de l'eau, un peu alcoolo, ne sachant pas très bien quelle était sa sexualité, un peu grossier, un peu vulgaire, un peu voilà, le type un peu mal vu dans la petite ville, et la parole d'une jeune fille, sa parole à lui n'a fait absolument Aucun aucun poids. poids, aucun poids. Alors oui, vous avez raison. Marco Lange, dans le roman, je pense c'est un peu l'ombre. Alors, il y a deux choses. La première, c'est que mon sujet, c'était Lisa et c'était l'avocate. Ça, c'est vrai. Voilà. La deuxième, c'est que pour moi, euh, Marco Lange est un individu, mais c'est peut-être c'est là aussi où je mesure que
écrire un roman, c'est vraiment franchir un cap considérable quand on est journaliste. Et donc, il y a des choses que je ne suis pas parvenue à faire. Et je veux dire, je le sais, et je continuerai parce que j'ai découvert une liberté folle. Mais il y a des étapes. Bon, Est-ce et que j'entends un regret dans oui, le bien sûr, mais on n'est jamais content de ce qu'on a portrait que vous écrit. avez brossé du personnage? Non, je vais vous expliquer pourquoi je ne l'ai pas approfondi. C'est parce que, pour moi, il était remplaçable. Mais c'est peut-être mon erreur, parce que dans la fiction, un personnage ne doit pas être remplaçable. Pour moi, Marc-Olange aurait pu être... Pas plus que dans la réalité, euh, il y a autre chose que des histoires uniques qui ne sont pas généralisables. C'est-à-dire que son histoire à lui, de son point de vue subjectif, ne peut pas être l'histoire Je d'un veux mec dire qu'on peut que, remplacer. oui, vous avez totalement raison. Mais pour moi, Marc-Olange était le coupable idéal. Euh, voilà, au sens où, Comme il y a une victime idéale. oui. Donc effectivement, j'ai sans doute pas assez travaillé son portrait parce qu'il était finalement, je le vois ce personnage, et je les ai vus ces hommes. Alice dit, l'avocate dit, elle les appelle les hommes Kleenex. Et les hommes Kleenex, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu dans les prétoires. Et je m'aperçois que je garde l'idée du Kleenex, mais que j'ai perdu les visages des hommes. Ces hommes-là, ce sont des hommes qui, qui naissent et grandissent d'abord dans des familles qui sont décomposées. Donc, il leur manque déjà au départ un foyer au sens vraiment quelque chose qui vous consolide. À l'école, très vite, ils sont en échec scolaire. Donc, cette espèce de deuxième pelure d'oignon qui va vous consolider, elle est fragile. Leur vie affective, quand ils entrent dans leur grande adolescence, leur jeunesse, est en général assez catastrophique. Les femmes passent ou les hommes passent, enfin bon. On Mais parle des incels aux États-Unis, les célibataires involontaires. voilà. Et puis, ils entrent dans le monde du travail. Et ils sont intérimaires. C'est-à-dire que ce dernier lieu de sécurité, ce lieu Ou qui de peut vous dignité. donner une existence, une dignité, une considération, une reconnaissance, une famille, un savoir, quelque chose qui fait que vous savez qui vous êtes, le métier que vous faites, etc. Ce sont des gens qui sont intérimaires. Et si vous saviez le nombre de fois où on entend je n'ai pas connu mon père, ou voilà, mon père est parti quand, etc. J'ai redoublé mon CP. J'ai quitté l'école à 16 ans, ou à 15 ans, ou à 16 ans. Je ne suis pas mariée, ou j'ai divorcé, ou etc. Et profession intérimaire. Voilà. Pour moi, Marc-Olange, c'est ça. C'est ce personnage-là. C'est ces personnages Kleenex, c'est des personnages qui glissent, voilà. Mais qui fait 5 ans de prison Mais sur qui la fait foi 5 ans de prison. d'un mensonge. Vous avez parlé d'émotions tout à l'heure. Nous, les journalistes, on n'aime pas tellement admettre qu'on peut en avoir. Or, je crois que c'est impossible de les réprimer et ça serait peut-être une très mauvaise idée. Comment gère-t-on ces émotions quand on fait de la chronique judiciaire? Parce qu'évidemment, il risque d'y en avoir des émotions. Alors écoutez, c'est un sujet en fait assez préoccupant, paradoxalement pour moi, parce que j'ai l'impression que plus ça va et moins ça va. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je me suis pendant des années, je pouvais sortir particulièrement éprouvée d'un procès, mais bon, ça passait. Après, bon, j'ai eu quelques expériences qui ne passaient pas. Et puis, alors c'est un autre sujet, mais je veux dire, il se trouve que, mais je pense que c'est pas, mon expérience n'est pas du tout unique. Vous savez qu'on a eu les procès des attentats Oui. de 2015 en France. Et donc, moi, j'ai d'abord suivi le procès des attentats de janvier, c'est-à-dire la tuerie de Charlie Hebdo et de l'hypercacher. Puis celui, je l'ai moins suivi, mais enfin, j'en ai quand même suivi 5 mois, Boulevard du et Bataclan. procès du Bataclan. Et j'ai senti, après Charlie, et pendant le procès des attentats de janvier, que j'étais, comment vous dire,
que j'atteignais un seuil maximum. C'est-à-dire que je m'apercevais que, d'abord parce que la violence des images était très, très, très forte, qu'on a été confronté à des images que j'aurais vraiment voulu ne pas voir. Et que j'avais l'impression, j'ai cette expression, je peux pas dire mieux, ça ne descend plus. Voilà, ça ne descend plus. C'est pour ça que tout à l'heure, effectivement, j'ai eu un moment d'émotion et j'en aurai sans doute d'autres parce que je m'aperçois que maintenant l'émotion ne descend plus. Donc je la gère, mais c'est pas rien de se prendre dans la figure la violence et la misère et les tempêtes humaines. Voilà, c'est pas rien. Même quand on est simplement observateur. Est-ce que c'est un peu comme faire la guerre? C'est-à-dire que les risques de syndrome post-traumatique à force Non. d'être exposé à des choses pour lesquelles on n'est pas entraîné. C'est-à-dire qu'il n'y a personne dans la vie qui nous prépare sur une base régulière à entendre et voir ce genre d'histoire. Oui, mais vraiment, soyons surtout très, très modestes. Et je veux dire, je pense que ce qu'on peut vivre dans un prétoire n'a strictement rien à voir avec ce que peuvent vivre des reporters de guerre. Ce qu'il y a, c'est que ça vous, ça vous change, ça vous éprouve en profondeur. Je pense que c'est pas, si vous voulez, c'est pas. Bon, j'ai cité ces images il se trouve que c'est des images de Charlie. Ça, c'est vraiment des images. Voilà, ça, c'est une image très très forte que j'aurais encore une fois préféré ne pas voir. Mais c'est pas ça. Ça, c'est un peu exceptionnel. La plupart du temps, c'est que vous voyez la souffrance, la souffrance des êtres. Même quand ce sont des accusés des pires crimes. Je veux dire, d'abord parce que vous voyez la souffrance qu'ils ont infligée et vous voyez la leur. On se prend des fois de sympathie pour Oui, ceux qui bien sûr. sont manifestement coupables. Bien sûr. Et ma question n'était pas coupable non plus. C'est-à-dire que je ne voudrais pas que vous disiez Non, loin s'en bien faut. sûr, Ah, bien sûr, mais bien sûr. Bien sûr, parce que encore heureux d'ailleurs. Heureusement. Enfin, je veux dire, sinon vous ne faites pas ce comme il est métier, heureux que des avocats acceptent de les défendre. évidemment. Mais Vous non, êtes c'est consciente en disant ça, d'ailleurs, je m'excuse de vous interrompre parce que je pense, dans cette conversation, il y a des gens qui nous entendront, qui nous écouteront plutôt et qui diront, mais non, il y a certains crimes pour lesquels il ne devrait pas y avoir le droit d'être défendu. hmm, Et on en veut aux avocats. Et d'ailleurs, dans le procès du oui, Bataclan, il y a des avocats qui ont été montrés du doigt parce qu'ils bien étaient comme sûr. complices de l'horreur. Or, la Ben, seule réponse à l'horreur, c'est une justice équitable. bien sûr, non, mais je veux dire, ça, c'est pour moi, enfin pour moi, mais je comprends très très bien. Je les connais, ces réserves, je les connais, comme tout. Enfin, je connais énormément d'avocats. Je crois qu'il n'y a pas un avocat pénaliste à qui on n'a pas posé cette question. Comment pouvez-vous les défendre? Comment pouvez-vous défendre un violeur? Comment pouvez-vous défendre un tueur d'enfants? Comment pouvez-vous défendre un tueur voilà. Mais parce C'est qu'il le faut. parce qu'il le faut. Voilà, la question se pose pas. Mais c'est ça qui est intéressant. Enfin, moi, je suis à la fois très. Bon, je- après 20 ans, je me dis que je voudrais surtout ne jamais avoir affaire à la justice, clairement. Euh, mais Pourquoi? Parce que je peux comprendre que c'est complexe, que c'est un broyeur, que c'est un parce qu'elle processus qui est. nous met à nu. Parce que quelle que soit sa place, que ce soit la place de partie civile, moi j'emploie le terme partie civile et j'y tiens. Partie civile chez nous, ce sont les plaignants. Hein, voilà, donc plaignant d'ailleurs, c'est plus facile à comprendre parce que le droit dit que l'on est victime seulement quand la personne que l'on a accusée a été reconnue coupable. Donc, évidemment, quand vous parlez des attentats du Bataclan, les morts sont des victimes, il n'y a pas de débat. Mais je veux dire, quand il y a une contestation, je trouve que c'est très très bien de rappeler que ceux qui sont assis, et ceux qui sont les plaignants, sont des plaignants, sont des parties civiles et ne sont pas a priori des victimes. Enfin, c'est le droit qui le dit. C'est pas leur faire, c'est pas leur faire Outrage. outrage. C'est respecter le droit. Enfin, le droit nous protège tous et nous protège comme plaignants et comme accusés. Et y compris comme accusé dans votre livre, où on est en face de quelqu'un qui a été reconnu coupable, qui donc aurait fait une victime, et là on peut le dire,
Or, elle n'est pas victime de cet homme et il n'est pas coupable du crime qu'on Mmh. lui reproche. Mmh. Bien sûr. Mais là, on est vraiment dans l'histoire d'une erreur judiciaire. Mais encore une fois, la question dans le roman, me semble-t-il, enfin ce que j'ai voulu, ce qui était mon fil d'Ariane, c'était pourquoi et comment autant d'adultes l'ont cru. C'est-à-dire La jeune comment fille. ont cru la jeune fille, pardon. Comment, dans les mécaniques, heu, ça aussi c'est intéressant, tout joue. Vous avez cette jeune fille, elle ne s'entend pas avec sa mère. Elle a une grande sœur qui est brillante à l'école, donc la place de la bonne élève est prise. Elle est une adolescente, donc voilà, elle est en conflit avec sa mère. Le père est en train de partir de la maison parce Absent. qu'il a rencontré une autre femme. Et cette histoire va arriver et la culpabilité de chacun, la mère de se dire: «Je n'ai pas suffisamment, mon Dieu, mais la veille encore, j'engueulais ma fille parce qu'elle avait une mauvaise note en français». Le père de se dire: «Mais enfin, je n'ai pensé qu'à moi ces derniers mois, je n'étais pas là et ma fille aurait eu besoin de moi». Tout ça va va accueillir le récit de Lisa. Parce que c'est la culpabilité de ceux à qui elle parle qui va jouer dans la foi qu'on va lui accorder. Comment un père peut-il douter de sa fille? Et il le dit d'ailleurs, cette question, il se pose cette question. Il dit: «J'ai eu des doutes à un moment donné». Mais comment un père peut-il avoir le droit de douter de sa En fille? fait, le seul qui doute vraiment, si ma mémoire est bonne, c'est le directeur de l'école, Et qui passe pour un odieux personnage pour avoir soulevé la possibilité du doute. parce que en fait, ça, c'est un personnage que j'aime vraiment, le Moi aussi. principal. Parce que ce principal Mais de collège, c'est un type un peu triste, un peu gris, habillé on l'imagine très bien avec une chemise un peu, jaunasse, avec une veste beige, avec, des chaussures, des semelles molles et puis une petite sacoche sur l'épaule et on le voit ce personnage, il est un peu fade et qu'est-ce qu'il a? Dans ce collège qui ne pose pas de difficultés, dans cette petite ville, il reçoit des jeunes enseignants. Et ces jeunes enseignants sont tout feu tout flamme. Et ces jeunes enseignants, ils sont dans l'idée qu'ils doivent être à l'écoute de chacun des élèves, ils sont là comme des espèces de vigies. On leur a martelé qu'il fallait qu'ils aident à la détection des soucis, des inquiétudes, qu'il fallait qu'ils soient vraiment présents dans le quotidien de ces élèves. quitte à sécréter des histoires, Quitte, évidemment, à projeter leurs propres craintes sur leurs élèves et à ne pas avoir le recul. Encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a un moment où on ment moins que pendant l'adolescence? Vous mentez surtout quand vous êtes adolescent. Vous mentez parce que vous c'est dites votre expérience. bah, oui, bien sûr, c'est mon expérience. Mais enfin, je veux dire, on ment parce qu'on sort en cachette, on ment parce Mais qu'on a une évidemment. mauvaise note, on ment parce qu'on fume en cachette, on ment parce qu'on a bu en cachette, on ment parce qu'on est sorti en cachette. On ment tout le temps. On ment parce qu'on s'arrache à l'enfance. Donc, évidemment, c'est un moment compliqué. Et le proviseur, il a cette expérience de l'adolescence. Et il a Il effectivement, en a vu. il a à la fois l'expérience qui pourrait être utile et en même temps ce regard un peu blasé. Et puis, on est quand même dans un moment de société, et on l'a dit tout à l'heure, par rapport y compris à MeToo, etc. C'est un combat de génération. Et le proviseur, il appartient à cette génération qui effectivement dit oh, est-ce que vraiment c'est vrai, est-ce que c'est bien ça? Et lui, il passe pour un indifférent, un ringard, et les jeunes profs sont ultra combatifs, et les jeunes profs vont, Casiriac, je vous oui, dirais. et les jeunes profs vont, oui, et les jeunes profs vont complètement transformer ce petit mensonge en affaire. Parce que la première chose qu'on leur a dite à ces jeunes enseignants, c'est: si vous avez le moindre doute, vous faites un signalement au procureur de la République. Ils font le signalement au procureur de la République, à l'accusation en France. Et la machine s'emballe. Et le type, quand il est placé, le Marcolange, quand il est placé en garde à vue, il a déjà un petit casier judiciaire, etc., etc. Les choses sont assez simples. Et C'est vu. Lisa, elle a cette prof de français qu'elle vénère, qu'elle admire. Comment pourrait-elle lui dire: non, 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 mais en fait, arrêtez tout, j'ai menti? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est là que j'ai une réserve. Je pense que
même à 15 ou à 16 ans, on peut avoir un libre arbitre suffisant pour dire entre potentiellement envoyer en prison un innocent et, pardonnez l'expression, mais marcher sur la peinture, c'est-à-dire me dédire, avouer que j'ai menti, je pense que c'est tout à fait possible. Alors moi, je ne le crois pas et je suis beaucoup plus, compréhensive, avec elle. Je pense que, dans ce moment, encore une fois, genre, j'y reviens de l'adolescence, d'indéfinition. On est entre l'enfance et l'âge adulte. On est entre la petite fille et la femme. On on s'arrache, les corps Mmh. le disent. Je veux dire, j'écris à un moment donné ces visages de Braque et de Picasso avec leur sourire bagué, avec ce sentiment. Vous savez, moi j'ai 3 fils, donc je les ai vus ces moments-là. Ces 3 fils qui sont des très beaux garçons, qui étaient de très, très beaux enfants, qui sont de très beaux adultes et qui Et à entre les 2, l'adolescence étaient épouvantables parce qu'ils avaient les yeux plus grands, la bouche trop grande, le menton qui poussait, j'avais l'impression d'avoir effectivement des espèces de brouillons devant moi, quoi. Plus l'adolescence cubiste, c'est une belle façon de voir c'est les choses. épouvantable, mais c'est quelque chose, mais enfin, franchement, moi, je suis frappée par ça. Je passe devant un collège, je me dis: «Mais comme ils sont laids! Comme ils sont laids! Ils sont pas bien dans leur corps, ils sont moches, ils ont des boutons, ils ont les cheveux gras». Vous arrivez, vous passez devant un lycée, vous vous dites: «Mais quelle beauté! Comme la jeunesse est belle!» Ah. Alors, je suis d'accord avec vous sur la complexité des choses et je n'accable pas votre personnage de Lisa, mais je pense néanmoins que c'était possible, que c'est possible, même empêtrée dans son corps d'adolescente avec ses mensonges d'adolescent. Je reviens au libre arbitre ou à cette capacité qu'on peut avoir en nous de voir ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Je pense que c'est tout à fait possible pour un personnage de dire il y a un plus grand tort qui va se faire et je ne peux pas être à l'origine de ça. Mais bon, c'est Pour mon... moi, il a fallu qu'elle arrive à la majorité pour se sentir capable de ça. C'est-à-dire, pourquoi la majorité? Parce que symboliquement, elle n'est plus comptable. On est toujours comptable du regard de ses parents, on l'est toute sa vie. Mais elle est moins Mhm. comptable du regard de ses parents, de ses profs, etc. Et donc, elle prend son destin en main. Mais demander à une jeune fille ou à un jeune garçon de 15 ans d'affronter tout d'un coup, vous savez, regardez, il y a quelque chose qui est très frappant dans les faits divers. Il y a eu, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, l'affaire Jonathan Daval chez nous. C'est un homme qui a été accusé d'avoir tué sa femme. Et ça a été un gros, gros fait divers. Il a été condamné, il a pris 25 ans. Ça a été un fait divers qui a énormément marqué en France. Pourquoi? Parce que cet homme, c'était une joggeuse, elle courait, etc. Il y avait une marche, on ne retrouvait pas son corps, il y avait une marche blanche, et toutes les télévisions, je ne sais plus pour quelle raison ce fait divers avait enflammé comme ça, mais bon, toutes les télévisions étaient là le jour des obsèques, le jour de la marche blanche, et ce mari était éploré, et il était avec ses deux beaux-parents qui avaient perdu leur fille, et tout ça était d'un chagrin absolument terrible. Jonathan Daval a été condamné pour avoir tué sa femme. Eh bien, ce qui est frappant dans ensuite la passion qui a déchaîné ce fait divers, c'est que le mensonge était presque plus grave Mhm. que ce qu'il avait fait. C'est-à-dire qu'on ne supporte pas, L'acteur, nous qui ne les connaissons pas, on a l'impression d'avoir été dupés. ben, On a l'impression, ce type-là, on l'a tous vu pleurer à la télévision. Et ce type-là était coupable d'avoir tué sa femme. Et, et c'était pareil, je me souviens d'un autre fait divers, c'était une mère avec son mari, a tué une de leurs filles. Et cette mère a pleuré devant les caméras de télévision parce elle participait aux recherches dans le parc, dans le jardin d'enfants, je ne sais pas quoi, et on l'a tous vu pleurer à la télévision. Et si vous aviez vu devant la salle du palais de justice la haine des femmes, principalement des femmes d'ailleurs, des femmes et un peu moins des hommes, qui venaient à 6 heures du matin pour attendre que le convoi pénitentiaire transportant cette mère arrive et pour hurler contre elle. Et si on la leur avait donnée, je ne sais pas ce qu'ils en auraient fait, parce qu'elle leur avait menti. mhm, Donc, quand on ils revient avaient au été mensonge, dupés ils ont été dupés, par ils ont été l'émotion. trompés. Voilà. Mais du coup, si vous voulez, quand vous dites on a le libre arbitre, moi, je suis pas sûre. Mais je vous écoute et je demande à être convaincu. C'est à ça que servent ce genre d'exercice de conversation.
je trouve que le risque de changer d'idée est toujours plus intéressant que de faire changer l'autre Bien, d'idée. bien sûr. Est-ce que ce roman aurait été possible sans le livre tout juste publié l'année d'avant, où vous racontez l'histoire d'une femme de 32 ans, je pense, Ah, euh, Gabriel Russier. exactement, Mmh, qui a une aventure avec un mmh, jeune homme mmh, mineur et mmh, où soudainement le jeu des rôles n'est pas mmh, l'habituel, c'est-à-dire mmh, celui d'un mmh, homme à qui on mmh, reproche d'avoir abusé d'une jeune mmh. fille. C'est Comprenne qui voudra, je pense. Oui, c'est Je me suis posé la question non, en s'il y fait, avait un lien à faire entre les deux. Et là, c'est pas un roman, c'est une oui, histoire oui, oui, fondée, absolument. En fait, non, mais qui défie un peu justement ce que l'on se fait de l'ordre des choses dans le monde. j'avais déjà l'idée, j'étais déjà en train d'écrire La Petite Menteuse quand j'ai écrit cette série qui est devenue ensuite un livre pour le journal. L'histoire, alors c'est une histoire très française et très, très connue en France, enfin pour une génération, qui a moins de enfin pour voilà, pour ceux qui ont plus de 60 ans ou plus de 50 ans en tout cas. L'histoire de Gabrielle Russier, c'est une professeure de français qui, en 1968, donc en plein mai 68, en pleine révolution de 68, a eu une liaison avec un de ses élèves qui était au lycée, donc qui avait 16 ans. Elle en avait 32 et on est vraiment dans l'explosion de 68, dans la libération dans ce moment de bourgeonnement et voilà et tout d'un coup, on a l'impression qu'on va soulever un énorme couvercle de fonte qui pèse sur la société française. Et cette femme, qui était divorcée, qui élevait, seule ses 2 enfants, qui était agrégée de lettres, qui était une passionnée de littérature, qui voulait enseigner différemment, qui voulait, voilà, tout bousculer, heu, prend d'une certaine manière mai 68 au pied de la lettre. C'est-à-dire que, Tout est c'était, maintenant possible. voilà, il y a pas de c'était quel était le slogan? Sur les Jouir interdits. jouir sans entrave et cetera. Il est interdit d'interdire. Elle prend ça au pied de la lettre. Ce qui était intéressant dans cette affaire, c'est que le garçon en question est le fils d'un couple d'universitaires, tous 2 enseignants à la faculté, l'histoire se passe à Marseille, tous 2 enseignants à la faculté d'Aix-en-Provence, tous 2 étant vraiment des piliers de la gauche de l'époque, ils étaient au parti communiste, plutôt tendance, PCI, parti communiste italien, c'est-à-dire un peu plus ouvert. Mais donc vraiment la gauche militante qui portait mai 68, qui encourageait les élèves à manifester, etc. Et qui, quand leur propre fils, tout d'un coup tombe amoureux d'une femme de 32 ans, Péril en la demeure. péril en la demeure, il y a du désordre dans la famille et porte plainte contre elle. Et Et cette femme, l'interdiction d'interdire soudainement, quand voilà, elle interpelle à la première personne, voilà. est fâcheuse. Et cette femme va être poursuivie, elle va être incarcérée pendant plusieurs mois et elle va être jugée et condamnée à une peine relativement clémente pour l'époque parce que elle est condamnée à une peine d'1 an avec sursis et comme un nouveau président de la République vient d'être élu, c'est Georges Pompidou en 69, on sait que toutes les peines inférieures à 1 an vont être amnistiées. À l'époque, après les élections présidentielles, en France, il y avait des amnisties. Ça, c'est terminé maintenant, mais il y avait des amnisties. Donc, elle était condamnée à une peine amnistiable, c'est-à-dire qu'elle allait pouvoir continuer son métier. Sauf que le parquet, l'accusation fait appel et que Gabriel Russier va se suicider avant le procès en appel. Et que ça a été un drame en France incroyable. L'annonce du suicide de cette femme a été quelque chose d'effroyable. Il y a eu un film qui a été toute une génération de gens ont vu, qui était un film avec film Mourir d'aimer, qui racontait cette Mhm. histoire. Et oui, j'avais envie de raconter ça parce que je trouvais intéressant ce renversement des rôles. C'était une femme là. Ça tord le cou au stéréotype. Voilà, j'aime bien en fait ça. Mais c'est pas simple, parce qu'on aime, s'il y a des stéréotypes, c'est parce qu'on aime bien l'idée que le monde pourrait être moins complexe qu'il ne l'est vraiment. Et de plus en plus, enfin de plus en plus, je sais pas si c'est de plus en plus vrai. Disons que les réseaux sociaux, que la rapidité de l'information, que la rapidité des dénonciations, que la rapidité des accusations, C'est euh, trop vite. bien sûr. Bah, c'est-à-dire que on le voit bien. Je veux dire euh, il faut la nuance et la nuance n'est pas
n'est pas très vendeuse, la complexité n'est pas très vendeuse. Et donc, oui, moi, je trouve que l'expérience simplement des palais de justice, c'est, c'est vraiment un endroit où on apprend à ne pas savoir. Et accepter le doute. Hmm. Peut-être faudrait-il que nous allions tous en stage quelques jours au palais de Ah, justice hmm. pour être moins tentés par la justice vindicative ou l'idée d'avoir une opinion trop tôt. Oui, et surtout par une autre idée qui est même encore plus intéressante, parce que c'est pas mal d'avoir l'opinion, c'est pas mal d'arriver quelque part avec des a priori. C'est même intéressant Vous parce en que, avez quand vous arrivez oh à un bah bien procès? sûr, mais bien Quand sûr vous j'en ai. débarquez jour 1 d'un procès, Bien sûr, j'ai des a priori, mais je veux dire, c'est encore heureux. D'abord parce que je dirais, la procédure judiciaire fait que un type, je dis un type parce que quand même, dans 95% des cas, ce sont des hommes, dans le box des accusés, il a une tête de coupable, hein. Je veux dire, si je vous mets demain dans un box des accusés, je peux vous assurer que vous aurez une tête de coupable. et là j'ai une tête de coupable aujourd'hui. Non, mais moi pareil. Donc, je veux Donc dire, on, on, on- on adopte les traits du coupable. mais la procédure judiciaire qui fait qu'un homme enfin, un homme ou une femme est renvoyé devant un tribunal, c'est qu'on a considéré, un juge a considéré qu'il y avait suffisamment de charges pour le renvoyer devant la cour, devant une instance de jugement. Et il y a un effet morphologique. Donc, si vous voulez, la justice, elle est d'abord à charge. Même si le juge d'instruction est instruit à charge et à décharge. Mais enfin, à l'arrivée, considérons qu'il existe charge suffisante pour renvoyer, etc. Donc évidemment, la balance, elle est, boum, elle est complètement déséquilibrée. Et ce que je trouve, moi, merveilleux, c'est pas au contraire, moi, j'aime bien arriver avec des a priori. Je pense a priori que ce type-là est un salaud. Je pense a priori que celui-là Vous vous est... permettez comme journaliste, Ah, pas de l'écrire. non, mais de le penser, Non, oui. évidemment. Mais bien sûr. Mais vous me rassurez. Non, mais de l'écrire, non, parce que je pense que la matière est tellement inflammable que l'exigence première, c'est justement le choix des mots. Et vous vous êtes prise en flagrant délit d'avoir totalement tort sur toute la ligne. Mais bien sûr, mais j'adore ça. Je trouve ça très intéressant de changer d'avis. C'est pour ça que j'aime bien arriver avec un avis. Je trouve... Pour en changer. Mais oui, parce que en fait, vous vivez cette expérience du contradictoire. Le contradictoire, pareil, le contradictoire, si vous voulez, où s'exerce aujourd'hui le, le, le débat public contradictoire et régi par des règles très solides. Nulle part. Nulle part, sauf dans une salle d'audience. Parce que on a d'abord, la parole est d'abord au juge. Et puis après, la parole est au plaignant ou à l'avocat des plaignants. Et puis après, la parole est à l'accusation. Et toujours à la fin, la parole est à la défense. Et vous faites ça, alors ça se voit pas, ça se voit pas dans le micro, mais je veux dire, vous balancez d'un côté à l'autre. Et ça veut pas dire que vous êtes comme ça, une feuille et que le plus beau parleur va emporter votre conviction. C'est pas du tout ça. C'est simplement que vous vous voyez évoluer et qu'à un moment donné, la boussole marque le Mais il y a nord. une oscillation de Et la vérité, c'est-à-dire voilà. qu'elle n'arrive pas comme une droite ligne. Et cette boussole qui marque le nord, c'est ce qui va faire chez les juges et chez les jurés, ce qui va constituer leur intime conviction. Parce qu'on a basculé d'un côté, de l'autre, et puis à un moment donné, pouf, ça s'est consolidé comme ça s'est arrêté. Mais le mouvement d'oscillation, dans une expérience, enfin moi personnellement, professionnellement, j'adore un métier qui m'oblige à voir que je me suis trompée. Alors, puisque vous dites le dernier endroit peut-être dans notre monde où il y a un véritable débat qui puisse se faire pour tenter de trouver la vérité, c'est dans l'enceinte du tribunal. Que faites-vous de ce qui est aujourd'hui monnaie courante, la justice populaire, c'est-à-dire les verdicts qui sont rendus sur les réseaux sociaux, sur la place publique, dans les journaux, où des gens sont jugés, annulés est aujourd'hui l'expression, mais ce n'est pas que symbolique. Des fois, on perd son boulot. Alors, on peut être coupable. J'imagine qu'il y a plein de salauds coupables Mm. qui, sans avoir été traînés devant les tribunaux, méritent peut-être ce qui leur arrive. Mais inversement, il y a aussi, et on l'a vu,
des gens qui ont été injustement montrés du Mmh. doigt. Alors, que faire de cette justice populaire que plusieurs réclament en disant, de toute façon, la justice criminelle traditionnelle n'est pas capable de nous entendre? Bah, écoutez, chacun a sa place. Moi, je ne peux la seule chose que je peux faire, c'est être, pour les lecteurs, le témoin du débat contradictoire et de la complexité des êtres. C'est-à-dire que, au fond, je je ne peux rien faire d'autre que de leur dire: «Attendez, attendez, venez voir par là, lisez ça, c'est un peu plus compliqué». Et si je fais bien mon boulot, s'ils ne me lâchent pas la main, si au début ils prennent, quand ils entrent dans le papier, ils vont jusqu'au bout du papier et que je leur ai pas forcé la main, que je leur ai montré ces oscillations. Mon travail, c'est de rendre compte de ça, c'est-à-dire de ce et la justice est publique en France, mais on ne le sait pas. La plupart, les personnes les plus diplômées, les plus capées, ignorent complètement qu'on peut pousser la porte d'un tribunal, s'asseoir et écouter. C'est public, sauf quand il s'agit de mineurs, auquel cas c'est un Hmm. huis clos, etc. Bon. Mais je veux dire, la justice est rendue publiquement. Et donc, moi, mon travail, c'est juste d'être le témoin de la manière dont elle est rendue. Parfois très mal, parfois paresseusement, souvent paresseusement. Mais quand c'est beau, c'est beau. Quand c'est beau, c'est super beau. Mais c'est la justice qui est encadrée. Mm. La justice populaire, celle qui s'exerce donc sur la place publique et qui s'est substituée par moment à Bien celle sûr, mais plus... on le voit, si vous voulez. Mais Alors c'est là, heureux, selon vous? Est-ce que ah mais c'est... non, mais on le voit dans les commentaires, c'est-à-dire que, enfin, moi je le vois bien dans les commentaires sous les comptes rendus. C'est vertigineux parce que des fois vous vous dites mais non, mais c'est pas possible, ce commentaire n'a pas pu être écrit après avoir lu le papier. Mais en fait, voilà, vous luttez à la petite cuillère contre un océan de tempête, donc et d'a priori et de colère. C'est un pays en colère. On est dans un pays en colère, clairement. je ne sais pas si vous aimeriez la question, mais s'il fallait qu'un de vos trois fils soit, entendons-nous, injustement accusé, mais néanmoins accusé, pris à Mmh. partie sur la Mmh. place publique. Sur la Euh, place publique ou sur la place judiciaire? D'où la question. Mmh. Est-ce que votre souhait, ça serait que la justice s'en charge et qu'il puisse faire la démonstration de son innocence, ou de faire le dos rond sans jamais faire face à la justice en se disant de toute façon un jour on oubliera, ce n'est un mauvais moment à passer. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que s'il est accusé de quelque chose de sérieux, a priori, la justice s'en mêle. Donc, c'est pas A un choix. priori. Non, mais La première chose que je vais vous répondre, c'est d'abord, je voudrais qu'aucun de mes fils n'ait affaire à faire face à ce genre de situation. Encore une fois, si je fais ce métier, c'est parce que j'y crois. Je continue d'y croire. j'y crois totalement aussi, soyons là-dessus Voilà, moi, au je continue diapason. d'y croire malgré j'ai vu des décisions, enfin, j'ai trouvé des décisions injustes ou des audiences paresseuses. Je pense que pour moi, c'est le mot le plus juste, en fait, sur ces audiences dont vous vous dites ça aurait pu être tellement mieux, on aurait pu aller tellement plus loin. Mais après, que vous soyez accusé ou que vous soyez plaignant, la justice, c'est violent. Y compris quand vous êtes plaignant, c'est quand on est accusé, on peut admettre que la justice soit violente à votre égard, au sens où, voilà, on va fouiller votre vie, on va vous confronter, on va vous faire vivre des choses difficiles. Quand vous êtes plaignant, c'est un peu plus compliqué, mais il faut aussi frotter tout ça au doute. Il faut que le doute soit là. Quand vous posiez tout à l'heure la question, vous croire, oui, vous croire. Quand on est les amis, quand on est les parents, on doit croire. Mais pas les juges. Les juges, ils doivent pas croire a priori. Les juges, ils sont là pour... Ah, vous avez même dit, ce que j'ai noté la citation, qu'il fallait absolument admettre qu'on remette la parole en question quand on est juge. Mais bien sûr. Bah, si on fait... Enfin, je veux dire, le principe même du juge, c'est c'est de, c'est de douter. Parce que si le juge ne doute plus, Qui va douter? à qui va douter? Mais ça nous ramène à une des premières questions. Faut-il toujours croire les victimes? Non, Et il ne faut... culturellement, il y a quand même quelque chose en ce moment dans l'époque qui fait qu'il est odieux de douter de la parole de la victime. C'est-à-dire que, moi, si vous voulez, excluons tout de suite un sujet qui n'est pas intéressant. Il existe, dans l'humanité, il existe. Excluons tout de suite un sujet qui serait celui d'un ou d'une
affabulatrice ou d'un affabulateur, Mhm. d'une mythomane ou d'un mythomane. Malisa, c'est évidemment pas une mythomane et c'est pas une affabulatrice. C'est pas quelqu'un qui a envie de se payer un type. C'est pas quelqu'un qui a envie de se rendre intéressante en inventant une histoire. Il y en a. On l'a vu. Pour reprendre l'exemple du Bataclan, on a des personnes qui ont été condamnées d'ailleurs pour ça, pour s'être déclarées victimes du Bataclan. C'est-à-dire que c'était tellement formidable d'être victime du Bataclan. Tout d'un coup, on avait une Ça donnait un existence, statut. ça donnait un statut. Bon, donc on le sait. Bon, il y a en plus un intérêt financier parce que quand on est victime du Bataclan, on touche des indemnités, etc., etc. C'est d'ailleurs comme ça que ces personnes-là ont été, à un moment donné, identifiées parce qu'on fait quand même une enquête pour savoir précisément où elles étaient et que quand on s'aperçoit qu'au moment où elles sont censées avoir été sur une terrasse où il y a eu une fusillade, elles publiaient en fait des photos sur Facebook ou je ne sais quoi. Ou Bon, si le bref, téléphone bornait à 3 voilà. kilomètres, c'est pas terrible. Donc, écartons ce mensonge-là. Écartons ces personnages-là qui ne sont pas intéressants. Ils existent. Voilà. Dans l'humanité, il y a des affabulateurs et il y a des menteurs. Mais pour revenir à la question du doute et à la question toutes les victimes disent-elles la vérité, je réponds la vérité d'abord n'est pas unique. Il se trouve que La petite menteuse est sortie l'été dernier. En septembre, octobre, je suis appelée par un avocat que je connais bien et qui me dit, qui avait lu le livre, en plus je l'avais sollicité pour un truc de plaidoirie, bref. Et il me dit, j'ai une histoire de vraie menteuse. J'ai une histoire pour vous. Et je suis allée, il me raconte l'histoire et je suis allée rencontrer son client. Et là, alors ça, j'aurais jamais osé l'écrire parce que là, le garçon, donc il a 37 ans aujourd'hui, et il venait d'apprendre que la jeune fille qu'il avait accusée quand il en avait 17, elle en avait 15 ou 16, avait déclaré avoir menti. Lui, il s'appelle Farid. Moi, j'ai pas osé écrire Farid dans mon livre. Je me suis dit, si j'avais eu un personnage, si mon personnage, mon Marc-Olange, s'était appelé Farid, on m'aurait dit, mais qu'est-ce que c'est que cette caricature? Bon. Sauf que quand vous vous appelez Farid, que vous avez 17 ans, que vous êtes d'une famille ouvrier, que votre frère est en prison parce qu'il a déjà fait des trucs, que la jeune fille qui vous accuse est la fille des plus gros industriels du coin, qu'elle a 2 frères qui font des études supérieures, que tout ça est un monde parfait, et que la jeune fille dit Farid m'a violée. Qui croit-on? Les apparences sont accablantes. Donc Farid est parti en prison, à 17 ans. Farid a passé 1 an en prison, pendant 1 an entre 17 et 18 ans. Dans une vie d'homme, c'est pas rien. Et puis il a été jugé. Et là, la cour d'assises des mineurs, à l'époque, puisqu'il était mineur au moment des faits, rend une décision complètement, si vous regardez bien dans le détail, monstrueuse. Elle le condamne, elle le reconnaît coupable de viol, elle le condamne à 5 ans, dont 4 avec sursis. C'est-à-dire que elle couvre sa détention provisoire, la période pendant laquelle il a été incarcéré. Pourquoi? Parce que si il avait été condamné à moins de prison ferme, il fallait l'indemniser. Donc elle couvre la détention. Elle met donc 4 ans avec sursis. Si un garçon de 17 ans est coupable de viol, il y en avait 2, sur une jeune fille de 15 ans, en France, on ne condamne pas à 5 ans. Et c'est surtout pas avec sursis, même à 17 ans. Donc, anguille sous roche. Donc, ça veut dire que les juges se sont dit, bon, c'est quand même pas très, très solide comme dossier, donc on va lui mettre un an ferme, comme ça, il ne retourne pas en prison, il va sans doute pas faire appel, et puis voilà. Et puis bon, on s'est donné bonne conscience. Bon. Et donc Farid, effectivement, il a toujours dit qu'il était innocent. Son avocat lui dit, qui était un avocat commis d'office, lui dit, oh bah, vous savez Farid, faut peut-être mieux pas faire appel, hein, c'est dangereux. Donc Farid ne fait pas appel, il retourne pas en prison. Victime de son avocat. Vous hésitez, vous ne... Non, je veux dire par là, un avocat qui était... Encore une fois, c'est la justice ordinaire, ça. Là, on est vraiment dans... Voilà. Bon, et Farid, et 17 ans se passent.
pour Farid, mais un peu moins pour la jeune fille. Et la jeune fille écrit une première fois à un procureur de la République pour dire « j'ai menti ». La lettre, elle explique ce qui se passe, elle explique pourquoi elle a menti. Elle dit en fait, j'ai désigné un coupable, j'ai bien été violée, mais j'ai pas désigné le bon coupable. Le bon coupable, c'est mon frère. Et je pouvais pas le dire dans ma famille. Sa lettre, pendant 1 an, on ne lui répond pas. D'accord ? La justice ne veut pas la voir. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Elle réécrit. 1 an passe, elle réécrit. Et cette fois, quand même, il y a un procureur de la République qui se dit il faudrait quand même regarder ça de près. Et l'année dernière, Farid a été... en France, il y a un système, quand vous avez été condamné définitivement, il y a ce qui s'appelle une cour de révision qui est saisie, c'est-à-dire que c'est une procédure très longue, très rare, un peu moins rare aujourd'hui qu'elle ne l'a été, mais quand même assez rare, où on considère qu'il y a suffisamment d'éléments nouveaux pour qu'on rouvre le dossier. Et donc, cette jeune femme a été entendue. Elle a expliqué. Elle avait beaucoup d'éléments précis puisqu'elle en avait parlé à ses parents. Plus tard, elle en avait parlé à son frère. Elle avait des tas d'échanges de textos. Voilà, le frère avait reconnu partiellement les faits, etc., etc. Donc, à ce moment-là, la cour dit « j'ai suffisamment d'éléments nouveaux pour ouvrir ». Et donc, Farid a été appelé devant la cour de révision et la cour de révision a annulé sa condamnation. Donc, j'ai fait ce grand développement, c'est peut-être trop long, pardonnez-moi, mais... C'est-à-dire que non, parce que je vous ai vu devenir très émotive quand vous décriviez, enfin, la conclusion de l'affaire, comme j'espère que vous serez toujours capable d'émotion quand vous serez à suivre un procès. Parce que si on se blinde et qu'on devient totalement insensible à ces non, il faut choses-là, surtout pas. ben, il n'y a plus de raison Non. de couvrir la justice. Mais c'était surtout pour répondre à votre question sur les victimes peuvent-elles mentir. Cette jeune femme a menti, mais pas... Elle a menti, comment vous dire ? Pas sur le viol. Elle est violée, elle est victime. Elle a vécu un inceste. Sauf que, à 14 ans, à 15 ans, elle n'a pas pu désigner le vrai coupable. Donc elle en a désigné un autre. C'est monstrueux, peut-être. Mais je veux dire, c'est pas un mensonge. C'est pour ça que je vous dis que le doute, évidemment, doit exister parce que ça ne veut pas dire que la personne ment sur ce qu'elle a subi. Ça veut parfois dire, et je crois que c'est relativement, pas fréquent, mais que ça arrive, que la personne que l'on désigne n'est pas forcément la bonne. J'ai dit en introduction que vous aviez d'abord couvert le monde politique avant de vous intéresser à la justice. Il se trouve que ces deux mondes se croisent souvent au tribunal. Oui. Ben, c'est pas un hasard. Personnage surdimensionné, procès surdimensionné. J'ai eu cette conversation avec M. Dampoli, l'auteur du Mage du Kremlin, qui s'est intéressé justement à la montée dans la vie politique des juges en Italie après les opérations main propre. Les juges sont devenus des personnages exemplaires. M. Sarkozy, qui a été condamné et qui dit attention. Il n'y a aucune condamnation définitive pour l'instant. Reconnu coupable. Absolument. Il a fait appel. Et il est en appel. Il y aura au tribunal de cassation, je pense. En cassation. Il est en appel et en cassation. Donc, M. Sarkozy dit attention, la justice n'est peut-être pas aveugle comme on le croit. Les magistrats ont des opinions politiques qui peuvent teinter la joute. Et plus encore, là-dessus, je le citerai peut-être, c'est l'idée que chaque citoyen peut se faire de la justice qui est ici en cause. Est-ce qu'on en est là? Est-ce que, par-delà l'affaire Sarkozy... Le problème, c'est qui dit ça? Nicolas Sarkozy, et je veux dire, a créé, a exprimé publiquement, comme président de la République, son mépris pour les magistrats. Les petits pois. Les petits pois. Pour les non-initiés, parce qu'ils disaient qu'ils sont tous pareils, c'est ça? Et si vous voulez, ce moment-là marque une rupture. Je pense qu'à l'époque, Nicolas Sarkozy a exprimé tout haut quelque chose que en tout cas, une grande partie des dirigeants politiques pensent. Parce que c'est comme ça. Parce que la justice n'est pas aveugle. Parce que les politiques n'aiment pas les juges, qui le leur rendent bien, d'ailleurs. Mais
qu'il a franchi, il a touché un tabou. Aucun président est garant de l'indépendance de la Mhm. justice. Qu'un président de la République s'en prenne comme ça à des juges en les qualifiant de petits pois, alors qu'il est le président de la République. C'est-à-dire qu'il dit à tous les justiciables quelque chose qui n'est pas acceptable. Acceptable de la part d'un président. Et ça a vraiment été un moment de rupture dans, dans l'officialisation de cette détestation qu'avaient beaucoup d'hommes politiques ou de responsables politiques, hommes ou femmes, pour les juges. Et donc, ça a crispé les juges. Donc, les juges sont évidemment des êtres, des citoyens qui sont dans la cité, qui votent, qui peuvent avoir des opinions politiques. Et vous les aimez bien, les juges. Vous leur avez consacré un livre, d'ailleurs. Je, je, je les trouve, je les aime individuellement et je ne les aime pas collectivement. Je trouve que c'est un corps le corps, le fonctionnement du corps n'est pas est un encouragement à la lâcheté. En tout cas, le corps n'aime pas les gens qui dépassent, le corps n'aime pas les gens qui sont différents. La gestion des carrières, tout un tas de choses fait que le corps, Vous parlez de la collectivement, de la magistrature. magistrature, que le corps de la magistrature, collectivement, je trouve, n'est pas un corps de résistants. Mais individuellement, il y a des gens évidemment exceptionnels. Évidemment exceptionnels. Et donc, aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, il n'est plus président de la République, il est justiciable. Donc, il peut dire ce qu'il veut, ça n'a plus aucune espèce d'importance. Mais son premier délit moral, vraiment, a été de dire ça des juges. Est-ce qu'un délit moral semblable, alors qu'il était président, pourrait justifier euh, que la justice soit pas parfaitement équitable avec lui aujourd'hui? Ça a compté. Ça a évidemment compté. La personnalité de Nicolas Sarkozy a compté dans la volonté des juges de pouvoir, de chercher et de penser qu'ils pouvaient être coupables. Mais cette volonté-là, d'abord, il y a des juges, il y a plein de juges différents, il y a des juges à l'instruction, ensuite il y a des compositions de jugement. Et donc, si vous voulez, la détestation n'aurait jamais fait un dossier d'accusation. Voilà. La détestation n'aurait jamais suffi à motiver des charges suffisantes pour le renvoyer devant un tribunal. La détestation n'aurait pas suffi à le faire condamner. Moi, j'ai assisté à tous les procès Sarkozy, donc je les ai suivis. C'est pour ça que je vous pose la question. Voilà. Donc, je trouve que pour certains, il y a un débat. Pour moi, sur certains dossiers, il y a des débats, mais qui sont des débats qui lui échappent d'une certaine manière, qui sont par exemple la question des écoutes de la ligne de son avocat, qui est une question de liberté publique qui me paraît intéressante. Enfin, je trouve que là, c'est troublant. On a autorisé, à mon avis, trop. Et je ne suis pas sûre qu'on ne va pas se faire condamner devant la CEDH, que la France ne se fera pas condamner par Pour ceux qui n'auraient pas compris ou qui n'auraient pas suivi le détail, donc c'est les communications entre M. Sarkozy et son avocat sur une ligne dédiée qui était une ligne qu'ils avaient, parce qu'ils se savaient sur écoute, enfin Nicolas Sarkozy se savait sur écoute, et donc il communiquait avec son avocat sur une ligne dédiée, et c'est l'écoute de cette ligne dédiée qui a permis de découvrir ce qui a été ensuite considéré comme une affaire de tentative de corruption d'un magistrat. Mais les faits, quand vous avez suivi cette affaire, la tentative, le justiciable qui se débat et qui met tous les moyens possibles et imaginables à son service pour essayer d'en savoir plus sur ce qui le menace, etc., etc., les faits sont constitués. Pour moi, la question, c'était est-ce qu'on peut vraiment considérer que ces écoutes... Alors, la justice a répondu oui, hein, mais je parle là comme citoyenne. Je pense que c'est quand même... je ne suis pas sûre que, encore une fois, la Cour européenne des droits de l'homme ne va pas avoir un regard différent de nous sur ces écoutes téléphoniques. Et dire que c'était... Et dire qu'il n'aurait pas fallu... qu'on ne pouvait pas écouter comme ça une ligne dont on savait qu'elle était dédiée aux conversations entre un justiciable et son avocat. Et pourquoi
je partage la même opinion. Selon vous? J'ai l'impression qu'une frontière a été quand même franchie. C'est-à-dire que, oui, c'est très difficile parce qu'on voit très bien que tout se mêle. On voit très bien que un homme de pouvoir, il a des moyens de se battre et de se défendre, évidemment supérieurs aux autres. Colossaux. D'abord, il est intelligent. Il a des avocats très intelligents et très performants. Il connaît beaucoup les choses et donc, on comprend très bien aussi l'envie des juges de le coincer. De le coincer. C'est normal. Enfin, je veux dire, c'est pas. Je pense pas dire. Je crois que j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes en disant ça. C'est Mais normal. La question que je me pose toujours dans de pareilles circonstances, et ça m'amènera, si vous êtes prête à me suivre, à parler de ce qui se passe un peu aux États-Unis, c'est-à-dire que quand on a un personnage qu'on a envie d'écrouer, d'épingler, comme Trump. par exemple, est-ce qu'on doit accepter de pervertir la bonne marche Non, de la justice ou des fois d'instrumentaliser les le choses? mot perversion, je peux pas l'entendre. Je pense que vraiment. Je ne dis pas que c'est Non, ce non, qui je s'est... veux dire, oui, voilà. C'est-à-dire qu'on se dit, ah ben cette fois-ci, le précédent n'est pas très, très grave parce que de toute façon, nous travaillons à un plus grand bien. Disons que le plus beau, la plus belle chose que devrait pouvoir offrir une démocratie, c'est justement et des juges dans une démocratie, c'est justement d'accepter que euh, non, non, là, c'est peut-être qu'on est là, il faut pas aller trop loin. Et ok, il va nous échapper. Et peut-être que si on avait écouté plus longtemps, on l'aurait eu. Mais peut-être accepter que voilà, c'est ça. Voilà. Parce que cette transgression, elle fait jurisprudence, c'est-à-dire ça n'est pas aujourd'hui juridiquement, ça n'est pas une transgression. Ces écoutes ont été validées à toutes les étapes de la procédure jusqu'à la Cour de cassation, qui est la plus haute juridiction en France. Donc ces écoutes ont été validées. Donc ça n'est pas une transgression. Il y a aucune juridiquement, il n'y a aucune transgression. Moralement, politiquement, il me semble que ça pose une difficulté. L'intérêt d'un principe, c'est qu'il vaut pour tout le monde. Sinon, il n'est pas un principe. Donc, effectivement, je pense que cette question-là, cette question des écoutes, va sans doute avoir une suite. Et là-dessus, moi, personnellement, je ne serais pas du tout étonnée ni offusquée, au contraire, que la Cour européenne nous dise « non, là, vous êtes allé trop loin ». Effectivement, le mot transgresser n'était pas approprié parce qu'effectivement, à toutes les étapes, il a été validé. Mais moralement, il y a peut-être eu une transgression et c'est de ça que je parlais. En tout cas, c'est vrai que la plupart des avocats, y compris des personnalités comme Henri Leclerc, qui est quand même en France un avocat vraiment très, très, très estimé, qui a dit ça n'est pas tolérable. Et ok, enfin, je veux dire... aucun justiciable ne pourrait admettre d'avoir été écouté comme ça. Alors, si on appliquait cette version des choses aux États-Unis, vous pensez qu'il y a des transgressions morales qui se font en ce moment pour un grand bien qui est présenté à tous de la même manière, c'est-à-dire se débarrasser de ce personnage toxique? Alors, je ne connais pas assez... j'aime bien parler de ce que je connais bien et dont je ne connais que comme lectrice. Voilà, je lis évidemment tous ces sujets sur Trump parce que ça me passionne comme tout le monde. Mais je ne connais pas assez finement la procédure pour avoir un point de vue légitime là-dessus. Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que on voit très bien qu'à partir du moment, et Sarkozy a fait ça tout le temps, et Trump, évidemment, c'est alors puissance 1000, c'est que ce qui est terrible, c'est que dénoncer une justice politique, ça marche. Et que donc, vous savez, il y a ce grand principe qui a d'ailleurs été posé par la Cour européenne des droits de l'homme, qui est la question de la théorie des apparences. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement que la justice soit rendue, il faut qu'elle ait l'apparence d'avoir été rendue. Et c'est très, très important. C'est-à-dire qu'on voit bien que si Nicolas Sarkozy se dit victime des juges, c'est quelque chose qui passe très, très bien.
ce qui peut même lui offrir un courant de sympathie formidable. Trump va être candidat et va faire toute sa Et qui campagne analyse là-dessus. très, très bien Voilà. chacune des accusations. Donc on a un mal fou. On a un mal fou à... Donc, raison de plus, quand on sait à quel point cette accusation de justice politique est facile à divulguer, facile à faire partager, raison de plus pour que les juges soient absolument impeccables. Impeccables. Je termine là-dessus parce que ça me tarabusse depuis le début de l'entretien. On a parlé de vos 3 fils, de ce que vous avez vécu en cours, de ce que les tribunaux vous ont changé. Vous pensez que vous avez été, vous, une mère différente compte tenu de tout ce que vous avez vu aux assises et qui probablement, sans rendre indulgente, fait que vous acceptez probablement davantage que d'autres que la vérité se cache dans les interstices? J'aurais bien voulu, mais je ne crois pas, parce que je pense que quand vous êtes une mère, vous réagissez professionnellement. J'aurais réagi bien mieux je réagis bien mieux professionnellement que je réagis comme mère. Comme mère, je suis une mère très ordinaire qui a ses coups de colère voilà, ses exigences et son amour pour ses fils. Mais je pense que je suis beaucoup plus ouverte professionnellement que... Voilà, c'est comme ça. Mais en revanche, je sais, parce que ça, il me le raconte, que... C'est donc dire que vous voyez un contraste dans votre capacité empathique à l'endroit des inconnus Oui, que vous n'avez pas à l'endroit de vos enfants. ben oui, bien sûr. En revanche, j'ai fait des erreurs, j'ai commis des erreurs, mais vous savez, c'est comme les avocats qui quand ils rentrent chez eux, racontent des histoires parce ils sortent de leur procès. Et de fait, moi, j'ai le souvenir comme ça d'être un jour rentrée d'un procès qui m'avait beaucoup marqué, où j'avais trouvé que l'accusée était une femme extrêmement intéressante. Et cette femme avait tué sa fille. Et sa fille avait 6 ans. Et je raconte ça à table devant mon fils qui avait 6 ans. Et je parle de cette femme, et je fais pas attention en fait à lui. Et je parle de cette femme et je dis j'aimerais bien la revoir. Elle est vraiment intéressante, etc. Enfin bon bref, je parle avec passion de ce procès-là où il s'était passé quelque chose de très très beau. Il y avait eu une espèce de moment de grâce en fait à ce procès, de la part de tout le monde, de la part de la cour, des jurés, de l'avocat général. Enfin, il y avait eu vraiment un moment de grâce. Et j'ai mon petit garçon, qui avait le même âge que cette gamine tuée, qui me dit: «Mais comment peux-tu dire ça, maman? Elle a tué sa fille». Et je me suis dit: «Mais mon Dieu, oui, mais bien sûr. Qu'est-ce que je raconte à la maison?» Je raconte ce que j'ai vécu plus tôt dans la Mmh. journée. Et on peut être ambidextre, on peut Bah oui. être fait de deux choses. Ouais. Mais ouais, c'est une chance quand même d'avoir un métier qui émeut. Je m'aperçois que j'ai plus de mal. Enfin, il y a des tas de moments aujourd'hui où je m'ennuie. Je me dis: «Oh là là, mais qu'est-ce que je suis venue faire à ce procès? Ça n'a aucun intérêt. J'en ai trop vu. Je suis C'est vous qui blasée». choisissez toujours? Oui, l'actualité qui choisit pour moi beaucoup, mais enfin, à l'intérieur de l'actualité, je choisis. Moi, ça, c'est sûr que j'appartiens à un journal qui est un grand journal. Il n'est peut-être plus qualifié de journal de référence, mais ça reste le meilleur quotidien national. Et je suis très, très fière d'y travailler et qui nous laisse de la place, qui nous laisse de la liberté, qui nous fait confiance. Et donc, quand il y a ce que j'aime particulièrement, c'est évidemment trouver un petit procès qui n'a pas été repéré par les autres. Ça, j'adore. Et donc, je me dis, il y a quelque chose là. Il y a un petit truc, il y a quelque chose qui va être bien à raconter. Et soudainement, la flamme revient. Et la flamme revient, voilà. Et je me dis, mais quand je pense que je suis payée pour faire ça. C'est ce qui nous fascine dans ces chroniques judiciaires, c'est-à-dire l'exploration de l'âme noire, de tout ce que l'on sait qui est tapis en nous, mais pas toujours actualisé. Oui, mais
aussi, encore une fois, moi, je pense que si j'ai pu faire ça et je continue à le faire, depuis si longtemps, c'est que dans ces moments-là, il y a aussi des moments de fou rire. Ça paraît bizarre, mais on Non? pique des grands fous rires dans les cours d'assises, des moments de bonheur incroyables. Il y a des il y a des moments de vérité, non pas de vérité sur le crime, mais il y a des moments de vérité humaine qui sont très forts. Et on voit des individus être capables d'une humanité incroyable parce que tout d'un coup, leur frère, leur fils, leur compagnon, leur compagne s'est rendu coupable de quelque chose, mais on voit ce que c'est que voilà, un amour. On voit une amitié, on voit des amitiés, on voit des compréhensions, on voit des gens que cette histoire-là a bouleversé, mais que ça a aussi ouvert. On entend des phrases qui sont, mais que je veux dire, quand vous aimez écrire, vous vous dites, mais jamais j'aurais pu écrire une chose pareille, quoi. Moi, par exemple, euh, je me souviens qu'un jour, parce que cette phrase m'a tellement marqué, un jour, c'était un procès épouvantable. C'était, je ne sais plus combien, ils étaient 3 ou 4 frères qui avaient épousé 3 ou 4 sœurs. C'était juste après Outreau, c'était la suite d'Outreau, c'était les mêmes. On était vraiment chez des gens qui étaient très, très, très lourds socialement, culturellement, etc. C'était une histoire je crois, d'atteinte, de viol sur une petite de la famille. Enfin bon, bref. Sordide. Là, franchement, vous vous dites, qu'est-ce que je viens faire là? Je me souviens de plus rien de ce procès. Je sais même plus, ils avaient dû être condamnés, mais enfin, ça ne m'avait pas intéressé du tout. La seule chose dont je me souviens, qui m'émerveille encore quand j'y pense, c'était ce type, un des accusés, à qui on avait demandé vous savez, il y a ce qui s'appelle l'interrogatoire de personnalité. Et donc, on lui avait demandé de se définir. C'est des gens qui n'ont pas l'habitude de parler d'eux. Et il avait dit, oh ben moi, je suis gentil, j'ai bon appétit et je tombe vite amoureux. Et cette phrase, voilà, c'est ça, c'est vraiment, c'est les petites pépites, ça. Vous entendez ça, vous vous dites, bon ben voilà, ça a éclairé ma journée, quoi. Mais nécessairement, je suis gentil, J'ai bon appétit et je tombe vite amoureux. Ben, je pense que c'est le moment idéal pour clore la conversation. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on aurait dû dire? Est-ce qu'il y a quelque chose On que pourrait continuer pendant des heures, parce qu'il ne faut pas me lancer, moi, mais c'est bon, je pense que là, c'est bien. Mais ce fut passionnant de mon point de vue. Merci. En tout cas, c'était très agréable pour moi. Très content de m'être accroché parce qu'on s'était loupé au printemps. Puis on arrête parce qu'il fait très, très, très chaud à Paris aujourd'hui. On est en canicule et on le ressent même dans notre petit studio. On est pas mal ici quand même. C'est mieux, c'est mieux. C'est bien, c'est bien. Pascal Robert Diard, à bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Avec nous, on avait Adrien Beccaria qui faisait l'enregistrement. Jeanne Croteau fera le montage, réalisation de l'épisode. Marianne Grenon à la recherche. Stéphane Bureau avec vous. Je vous rappelle, s'il vous plaît, vos commentaires, vos abonnements font la différence pour nous signaler sur les plateformes. À très bientôt.